Bon, Fabien, je suis content de te recevoir sur le podcast. Comment tu vas? Bah, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Écoute, super, en pleine forme. Avant de commencer sur le sujet qui nous intéresse, la personal story brand, est-ce que tu peux d'abord te présenter qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que... Donc, je m'appelle Fabien Delax, je suis belge, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'aime bien de le dire parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat et le business dans la vie. Je suis dans le marketing digital et la communication depuis une vingtaine d'années. Je travaillais la moitié de ma carrière à peu près côté client et l'autre moitié plutôt côté annonceur. Et là, depuis 2 ans, en fait, j'ai créé ma propre boîte qui s'appelle La Super Grosse Boîte pour accompagner des entrepreneurs et des entreprises, notamment des startups, des PME, dans leur stratégie de croissance, donc les aider à les faire grandir, trouver les bons leviers d'acquisition, les bons leviers de rétention, l'activation, etc. Donc je suis un gros marketeur, donc je travaille avec le framework art. Et je me suis aussi spécialisé en fait dans tout ce qui est création de sa marque personnelle et comment trouver des clients grâce à LinkedIn en B2B. Et je pense que c'est pour ça que tu m'as invité aujourd'hui. Yes, exactement. Bon, bah écoute, trop cool. On y va, direct. Qu'est-ce que c'est la personal brand story? Alors la personal brand story, en fait, ça va être l'histoire d'une personne qui va raconter un petit peu son parcours et qui va légitimer sa proposition de valeur, son offre, sa mission, son why, son purpose actuel, en disant ben, qui j'étais avant, ce que j'ai appris et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Ok. Et du coup, c'est quoi, selon toi, les éléments qui composent une personal story brand, tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas du tout? Ok, c'est quoi les composants un peu atomiques de ce qu'est le personal branding? Alors dans une marque personnelle ou plutôt dans l'histoire personnelle de quelqu'un qui veut construire sa marque personnelle, il y a 5 éléments. Les 5 éléments, c'est d'abord votre vous d'avant ou ton toi d'avant, quoi, qui tu étais. Ensuite, il y a un élément qui est ce que j'appelle la révélation. C'est finalement le point de basculement dans ton histoire, ce qui fait que ça va changer les choses. Il y a également ce qu'on appelle un ennemi, donc c'est plutôt ton combat, qu'est-ce que tu vas combattre. Et puis il y a une quête, qu'est-ce que tu veux atteindre. Et alors il y a ce que j'appelle un plan, c'est comment tu vas définir la roadmap quelque part, le trajet que tu vas faire pour arriver au bout de cette quête et vaincre cet ennemi. Ok, super, c'est super intéressant. Du coup, pour ces 5 éléments, euh, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour les trouver? Comment on fait pour commencer, tu vois? Je sais pas, moi par exemple, je me crée une personal story brand, j'ai pas trop d'idées de comment faire. Ok, comment je fais pour trouver ces 5 éléments? Et comment je fais en sorte qu'ils soient alignés avec mes objectifs business ou, si je suis influenceur, mes objectifs dans la création de contenu? Ouais, alors en fait, de nouveau, en fait, il y a 5 étapes pour créer cette personal story brand, qui sont en fait, ben, qui vont couvrir les 5 éléments qu'on vient de dire. La première étape, en fait, c'est euh, peut-être avant ça, en fait, c'est faire cette réflexion de justement, c'est quoi mes objectifs aujourd'hui, qui je suis, c'est quoi ma proposition de valeur, qu'est-ce que j'offre finalement à mes clients, au marché, etc. Euh, et de se dire, OK, quelle est ma mission, quoi. Qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie? Comme je vous ai dit au début, moi, par exemple, c'est je veux aider les entrepreneurs de ma région à construire des business rentables et avec une croissance saine et durable. Donc ça, c'est ma mission. Du coup, les 5 étapes, c'est les suivantes. C'est un, on va finalement décrire notre situation initiale, qui on était avant. Donc ça, c'est un petit peu l'arc narratif, comment on était Hmm. au début. Ensuite, on va raconter le moment où on a cette prise de conscience, hein, la révélation, donc le moment qui a un peu tout changé pour nous, qui est pas forcément un instant, mais qui peut être une révélation qui prend du temps et avec différents épisodes quelque part. Hmm. Ensuite, on va aussi définir finalement qui est l'ennemi, quoi, le combat, ce qu'on veut changer dans le monde. Et un ennemi, c'est pas forcément une personne. Ça peut être, par exemple, il y en a, leur ennemi, c'est la médiocrité. Hmm.
ensuite, une fois qu'on a défini son ennemi, d'être clair sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et ça, c'est la mission. C'est un peu ce que j'ai dit. Donc, par exemple, aider les entrepreneurs à. Et enfin, en fait, on va expliquer notre plan pour y arriver. Et ce plan, en réalité, c'est notre méthode de travail, notre proposition de valeur. C'est un petit peu comment nous-mêmes on prévoit d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé pour finalement inspirer notre cible. Ok, et donc là, l'histoire que le schéma que tu donnes, j'ai l'impression que c'est surtout pour dire, ok, qu'est-ce que je veux faire, comment inspirer, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour des histoires passées euh, tu vois, par exemple, c'est ce que tu me disais comme format là tout à l'heure en off, j'ai été X, j'ai fait X, j'ai eu tel problème, donc problème ennemi. Voici les 5 apprentissages, et les 5 apprentissages étant en fait le plan que tu as justement dans ces 5 composants. Ouais, en fait, ces 5 éléments, c'est plutôt, enfin, en tout cas ici, c'est plutôt 5 apprentissages plutôt que 5 éléments, tu vois. Euh, Ok, L'idée, c'est que euh, je vais essayer de prendre un exemple, tu vois. Je vais essayer de me prendre un exemple pour ma brain pour story ou ma illustrer. personal story brain pour illustrer. Donc, en fait, euh, moi, j'ai travaillé pendant que si je décris ma situation initiale, c'est j'ai fait des études en marketing et j'ai travaillé dans le marketing pendant une vingtaine d'années. Et je me suis rendu compte, et ça s'est pas fait en un jour, tu vois, mais je me suis rendu compte que pour la plupart des entrepreneurs, le marketing, c'est super compliqué. C'est du chinois, ils y comprennent rien, ils savent pas comment ça marche. Le problème et l'ennemi, c'est que euh, ça génère en fait un frein dans la croissance des entreprises et ça leur permet pas de vivre de leur passion, de vivre de leur business, etc. Et moi, j'avais le même problème. C'est que, en fait, pendant très longtemps, j'ai pas communiqué, j'ai pas parlé de moi, j'ai pas parlé de mon offre, j'ai pas, et du coup, ça pouvait m'empêcher finalement de me réaliser en tant que personne et ça m'a empêché de lancer ma boîte. Du coup, l'ennemi ici, c'est finalement, c'est le status quo. C'est le fait de rester dans sa situation initiale, etc. Et donc, l'objectif que je me suis fixé, c'est de faire en sorte aujourd'hui de construire ma marque personnelle et de moi-même, en fait, ne plus être ce cordonnier mal chaussé dans le domaine du marketing et de la communication et d'aider les entrepreneurs à faire la même chose. Et mon plan pour ça, en fait, c'est de montrer par l'exemple et d'accompagner avec des offres très structurées, très simples, les entrepreneurs et les entreprises pour les aider à atteindre le même objectif, la même quête de croissance, de notoriété, de visibilité, de crédibilité, de trouver plus de clients, de garder leurs clients et finalement de s'épanouir dans leur mission, dans leur job. Ah, je trouve ça intéressant comment tu parles de l'ennemi. Je pense que c'est le comment, c'est vraiment l'élément qui fait que le marketing devient intéressant. Euh, Tu vois, récemment, j'ai étudié comment fonctionnaient les dérives sectaires et en fait, ou tu sais, les mouvements extrêmes, tout ça, et le fondamental et de tout ce qui fonctionne, c'est en fait d'avoir un ennemi. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Tu vois, nous, dans notre conception de l'ennemi, quand tu penses en premier lieu à l'ennemi, tu te dis, tout à l'heure, ça va être le concurrent, par exemple. Tu te dire, mon ennemi, c'est le concurrent. Parce qu'en fait, non, c'est plus des concepts. Toi, par exemple, je trouve en productivité, l'exemple le plus concret de ce qu'est un ennemi, c'est la procrastination. Toi, l'ennemi, le truc qui tronche, c'est ta procrastination, c'est toi-même, tout ça, ton ennemi, c'est toi-même. Alors, comment tu peux vaincre cet ennemi, comment tu peux te combattre? Et tout de suite, tu arrives à rentrer dans un schéma, dans un contexte où l'ennemi, il est clairement défini, facilement compréhensible. Et c'est vrai que toi, ton ennemi, du coup, c'est la complexification du marketing, en quelque En sorte. fait, mon ennemi à moi, c'est plutôt comment dire, c'est plutôt la situation de status quo des entreprises qui n'arrivent pas à faire de la croissance. Hmm.
OK. Et du coup, ça, c'est l'ennemi pour la boîte. Et puis après, tu as l'ennemi de l'entrepreneur. Et l'ennemi de l'entrepreneur, finalement, c'est le fait de ne pas réussir à s'épanouir dans son projet entrepreneurial. Parce que OK. quand ta boîte, elle stagne, en fait, Mmh. stagner, c'est reculer. Et si tu recules, tu finis par mourir. Et du Ouais, coup, s'il y en a pas de fait, croissance sur si tu veux rester entrepreneur, tu es obligé de faire de la croissance. OK. Et du coup, moi, je trouve que une question qui est assez compliquée, qui est complexe, attendez, je vais essayer de faire une phrase en français. Je trouve qu'une question un peu difficile, à laquelle répondre, c'est, comment tu fais pour raconter ta personal story brand quand tu es personne? Hem, Tu vois, tu viens de sortir d'études, je sais pas, tu as fait ton master en com, en marketing, ou tu es en train de lancer ton SaaS, tu es dev, tu as toujours fait que de l'ESN, en open space et tu as toujours fait que du dev, que du dev. Comment tu fais pour, raconter ta story brand alors que tu te dis: «Franchement, ma vie jusque-là, elle est pas passionnante, il y a pas de truc intéressant, j'arrive pas à voir où est-ce qu'elle est justement la révélation, la transformation». Comment je fais pour, le faire? Et en plus, souvent, tu as un peu ce truc-là du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu vois des personnes qui arrivent à faire cette story brand et tu te dis: «Ah ouais, mais ils sont beaucoup plus loin que moi, ils ont fait tellement de plus de choses que moi. Comment je peux être inspirant à côté d'eux, quoi?» Ouais. Alors, en fait, à partir du moment où tu as un projet entrepreneurial, c'est-à-dire tu veux monter une boîte, si tu veux monter un SaaS, en réalité, tu veux faire un SaaS qui règle une problématique pour une cible. Mmh, Et cette problématique, tu as dû, à un moment donné, t'en rendre compte toi-même, et la découvrir d'une mmh, manière ou d'une autre. Peut-être que c'est, bon, imaginons, t'es dev, t'as été dev dans une ESN pendant 5 ans, et en fait, tu t'es rendu compte que systématiquement, tu développais toujours les mêmes 10 modules mmh, d'application pour tes clients. En fait, ça, c'est ton moment de révélation. Le problème, c'est que, ben, en fait, chaque fois que tu redéveloppes ça, le client, il paye. Et l'ESN, elle s'en met plein les poches. Alors qu'en réalité, elle pourrait avoir construit un produit, un SaaS ou tu vois, ou un framework, ou une librairie de composants, en mmh. parlant dev, une librairie de Ouais. composants qui permet d'aller beaucoup plus vite et de pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc, autour de ça, en fait, une fois que tu as défini le problème que tu veux régler, tu peux raconter ton histoire. Donc, si on prend ici, c'est situation initiale, c'est j'étais dev pendant 5 ans dans une ESN. Révélation, c'est chaque année, je développais les mêmes choses pour d'autres clients qui avaient tous le même problème. Ce problème, c'était tout ce qui était, imaginons, hein, tu fais un SaaS qui est gestion des utilisateurs, quoi. Enfin, tu vois, ou Mmh. des librairies pour des SaaS qui, Tu fais un euh, CRM. tu fais un. Non, moi je pensais plutôt vraiment des Ah trucs oui, OK. genre AWS Cognito, tu vois, des trucs comme ça. OK, ouais, ouais, je vois très bien, ouais. Gestion des utilisateurs, tu vois, avec authentification, récupération de mots de passe, enfin toute la gestion des utilisateurs sur un SaaS. Euh, et donc, j'en ai eu marre de faire toujours la même chose. Donc, j'ai décidé, euh, et ça c'est mon objectif, de créer une librairie ou un SDK qui permettent au SaaS de faire du plug and play et d'avoir tout ce système up and running en moins de 10 minutes. Donc tu vois, là, tu as défini ton objectif. L'ennemi, c'est le fait de réinventer la roue à chaque fois et les coûts élevés pour de redéveloppement sur mesure de chaque SaaS, etc. Et puis après, bah, mon plan pour y arriver, c'est j'ai créé un SDK et aujourd'hui, vous pouvez le prendre pour X euros par mois et on gère 100% du truc et vous n'avez pas à développer, etc. Donc là, tu vois, tu as une story qui fait sens où tu as, et c'est un concept qui est important d'aborder en fait dans cet épisode, c'est le concept que je vais appeler de founder problem fit. Donc, tu as le product Mmh. market fit, tu as le founder market fit, et tu as ce founder problem fit. C'est-à-dire que
c'est de dire, bah, moi, en fait, en tant que founder d'une entreprise, je suis, de par mon histoire, tout à fait légitime pour régler ce problème parce que je l'ai rencontré, que j'ai défini un plan pour le combattre, que c'est ma mission et que je veux aider en fait tous ceux qui le rencontrent à le combattre également. Quand t'expliquais, ça m'a vraiment fait penser à la personal story brand de Jeff Bezos. Tu vois ce que c'est la révélation de Bezos ou pas? Vas-y, Comment il vas-y, a vas-y. compris qu'il allait faire Amazon? En fait, il y a un short, et moi, vraiment, ça m'a marqué ce short, et pourtant, Dieu sait que les shorts, en général, on s'en souvient pas. En tout cas, pas En longtemps. fait, ouais. Et là, en fait, c'est une interview de Bezos. T'as un mec qui lui dit, ok, bah comment t'as eu l'idée d'Amazon? Comment t'as fait Amazon? Parce que a priori, rien ne t'y prédestinait. Il faut savoir que Bezos, à la base, c'était un financier. Il travaillait à Wall Street. Si je dis pas de bêtises, il était analyste. Donc, il analysait les cours de marché, il faisait des recommandations et des analyses. Et il dit, alors je sais plus en quelle date, je crois que c'est en 95 ou 94. Il dit, j'étais à mon bureau, j'étais en train de regarder justement, en train de faire une analyse sur le marché du web. Et là, je vois un chiffre que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Je vois plus 4000% de croissance de ventes par an sur les transactions sur Internet. Et dit, à partir de ce moment-là, j'ai jamais vu aucune chose qui avait une telle croissance. Je dis, à partir de ce moment-là, mon seul objectif, c'est de vendre le plus de choses possible sur Internet. C'est la Et je trouve ça dingue révélation. parce que, au final, un peu le problème qu'on peut avoir, c'est on se dit, ah bah voilà, maintenant ça me plaît, je sais pas, de faire du contenu, ça me plaît de faire du dev, j'ai envie de faire ça, quelque chose qui est un peu différent, un peu style reconversion. On se reconvertit parce qu'on avait un travail, je sais pas, un peu dur, on a eu un problème physique, on veut raconter une histoire sur un truc qui est totalement différent, on a zéro légitimité. Et ok, bah comment on fait pour le justifier? Là, je trouve ça intéressant cet exemple, cette typologie de la data euh, qui nous a donné envie, qui a tout changé, qui a tout transformé. J'ai eu cette information et maintenant, je vais construire ça. Ouais, il y Et a pas qu'un type de révélation, il n'y a pas qu'un type de point de bascule, tu vois. Et pour Bezos, c'est le fait de voir ces chiffres. Pour d'autres, c'est le fait d'être face à un problème récurrent. ouais, C'est plus fréquent évidemment, mais hmm, c'est le fait d'être face à un problème récurrent et puis de vouloir à un moment donné se lancer pour le régler pour le plus grand nombre. hmm. Ouais, il y a un peu c'est marrant parce que là, je travaille sur, tu vois les 10 genres de Black Snyder dans Save the Cat. Bah non, mais tu vas m'apprendre plein de C'est, trucs aujourd'hui. c'est, c'est euh, c'est un bouquin, en fait, c'est un peu la Bible des scénaristes à Hollywood et pour tous les blockbusters. Si tu regardes tous les derniers blockbusters, en fait, franchement, ils suivent toutes les templates de ce livre. Ouais, je, T'as même des analyses de, ok, par exemple, comment Interstellar suit justement la trame exacte de ça, comment Avengers, comment n'importe quel film. Et il dit, t'as 10 grands genres de d'histoires et toutes les histoires, comme tu dis, c'est des révélations. Il y a un autre bouquin qui est vachement bien sur storytelling qui s'appelle Storyworthy. Je sais plus le nom de l'auteur. J'ai bien aimé sa définition. Il dit toutes les histoires sont juste une transformation. Tu peux résumer une histoire en deux phrases. OK, c'est quoi le moment où tu passes d'un état A à un état B? Et justement, dans ces 10 genres, c'est toujours comment tu mets en lumière cette, euh, cette transformation ou ces transformations. Alors, j'ai plus les 10 en tête, mais tu vois, on en a parlé tout à l'heure sur la tienne. J'ai un peu l'impression que le genre, c'est Monster in the House. C'est-à-dire que, tu vois, t'es à huis clos dans ton entreprise. Et tu vois qu'il y a un monstre qui t'empêche de devenir ce que tu dois être. Et alors ce truc-là, tu sais que le machin te ronge, tu sais qu'il est là, il est omniprésent. Et tu vois, les blockbusters dans ce style-là, bon, c'est souvent des films d'horreur, c'est genre ça, Saw, The Things, toujours des films comme ça où en fait t'as une entité que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, qui t'empêche en fait de survivre et d'aller à l'extérieur. Un autre style que je vois beaucoup sur LinkedIn, c'est The Full Triumphant. C'est en fait euh, l'archétype, c'est genre Forrest Gump. En gros, je suis un mec normal, je suis pas exceptionnel. D'ailleurs, regarde mon histoire, j'ai eu des mauvaises notes, j'étais plutôt nul,
je travaillais des années à McDo sans savoir quoi faire. Et là, d'un coup, je me suis pris de passion pour un truc et je suis devenu un génie, tu vois, genre le ping-pong dans Forrest Gump. Il y a ça. T'as Dude with a Problem. Les archétypes, c'est genre Transformers, Die Hard. En fait, c'est t'as un mec normal, lambda, et d'un coup, en fait, il a un problème qu'il doit résoudre parce que sinon, il va mourir. Et tu vois, typiquement, Die Hard, c'est ça. Enfin, c'est pas il va mourir, mais sa femme va mourir. Et du coup, c'est le mec lambda, bah, il est là comme ça, sa vie va bien. Et t'as un coup, t'as la mafia qui kidnappe sa femme. Ou Taken, par exemple, c'est un peu Tekken, ouais, l'archétype, tu John vois. Wick. Ouais, John Wick, tout ça. Ou en fait, c'est ouais, je suis le mec lambda. En fait, j'avais un problème, fallait que je survive. Et du coup, j'ai dû résoudre le problème. Et en fait, je trouve qu'on peut tous les classer un peu dans ces 10 trucs. Il y en a plein d'autres, j'ai plus les noms. Normalement, j'ai une masterclass là sur ce lead magnet. J'en parle sur comment tu dois choisir tes genres et tout. Et je trouve ça assez intéressant. Monster in the House, je pense que c'est la meilleure et la plus sous-exploitée. Genre, ça permet justement de mettre du contexte et de l'émotion sur un problème et de faire, je pense, de donner la réalisation aux prospects. Car j'ai l'impression dans le storytelling, c'est ça le plus dur, c'est pas forcément d'expliquer sa révélation, c'est comment tu communiques sur le fait que ton prospect ait la révélation en lisant ton histoire, tu vois. Ouais. Comment il peut lui se reconnaître finalement dans cette Exactement. histoire, ouais. Ouais. Ouais, Bah, ça c'est assez dur. ouais. Ouais, c'est assez dur, mais t'as des. Ok, autre question. C'est quoi les principales erreurs que tu vois quand on essaie de construire sa story brain, un peu toi, les chemins où on va, où faut pas aller, ou les choses Ouais, qu'on fait pas, qu'on essaye d'éviter parce qu'on dit, ah, en fait, je suis plus malin, je sais pas quoi, tu vois. Un ouais. peu En ce fait, genre de fausses pensées. je pense qu'il y en a plusieurs. Peut-être y en avoir 5. La première, je crois c'est quand il n'y a pas assez de contraste entre ton toi d'avant et ton toi d'après. C'est-à-dire que finalement, cette transformation, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, elle n'a pas vraiment eu lieu, quoi. Donc ça c'est une chose. Le deuxième, c'est quand tu as une histoire qui est pas du tout en lien avec ce que tu proposes, ton business, ta proposition de valeur. Là, tu vois, tu perds les gens, tu vois. Comme tu dis, j'étais dev pendant 10 ans dans une ESN, puis je me suis rendu compte que finalement aujourd'hui, j'élève des caniches et je les vends sur eBay. Tu Ouais, vois, il n'y d'un a coup, pas il y a pas de lien c'est manche. c'est surprenant, quoi, ça. Ouais, tu Ça- t'attends pas. C'est, c'est le seul avantage de l'histoire, quoi. C'est la surprise. C'est la bonne vanne. Ouais. N'empêche, on pourrait faire des tests. Ça pourrait être drôle. Ouais. Euh, la troisième erreur, je dirais, c'est quand en fait il n'y a pas de lien entre ton histoire et ta cible. Euh, Tu vois, tu peux dire euh, j'étais, bon, je vais dire j'étais développeur dans une ESN pendant 10 ans. J'ai vu les entreprises et les départements informatiques des boîtes galérer à régler telle ou telle problématique. Et du coup, aujourd'hui, j'aide les départements marketing tu vois, à régler ce Ouais. problème. Ouais, ça Ok, va pas ensemble, quoi. C'est, ça matche pas quoi. Donc ça c'est des choses ouais qu'on voit de temps en temps. Euh, il y a comment dire, ouais, un autre élément aussi, et les deux dernières erreurs, je pense, sont assez liées. C'est quand quand l'histoire elle est totalement fake, tu vois, ou quand ça pue le fake et que hmm, c'est inventé. Euh, et du coup, la dernière erreur, c'est que ça manque d'authenticité, mais c'est la même chose en fait. Donc le conseil, c'est vraiment cherchez pas à tout prix à avoir une personal brand story qui est forcément waouh ou qui est forcément ultra forte ou ultra cliché quoi. Le principal, c'est aussi d'avoir, enfin, il faut aussi avoir de l'authenticité, tu vois. hmm. T'es pas obligé il faut surtout pas aller dans le fake parce que sinon, in fine, ça se sait toujours et tu vas détruire ta réputation et ta marque plutôt que de la construire. Ok. Ok, trop cool. Je pense que on a plein d'éléments là pour
pouvoir commencer à écrire sa story brand. Euh, du coup, est-ce que t'as des exemples de personnes qui utilisent bien leur story brand? Et pour chaque exemple, c'est un peu quoi les leçons ou pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça marche, et comment nous, toi, sans être à leur niveau, on peut utiliser ces leçons-là et, euh, et les appliquer aujourd'hui, demain. Ouais. Bah, j'ai trois exemples en fait en France, euh, ou en tout cas en francophonie. Le premier, c'est Anthony Bourbon. Ok. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Anthony Bourbon, fondateur de Feed et puis bah, jury de qui veut être mon associé sur M6. Donc je pense que ça le rend très très populaire dans notre microcosme entrepreneurial. En fait, lui, je vais te résumer sa brand story, enfin sa personal story en une citation quoi que lui fait, c'est je veux être milliardaire pour me venger du destin. Parce qu'à 16 ans, j'étais seul, affamé dans la rue, et que depuis, mon obsession est de ne plus jamais avoir faim. Hmm. Tu vois, en fait, là, ce qu'il y a d'excellent dans cette histoire, c'est que, un, elle peut se résumer en deux phrases. Deux, il y a un lien très net avec sa proposition de valeur actuelle. C'est d'une part, feed, donc la bouffe et l'entrepreneuriat, tu vois. Euh, et d'autre part, enfin, l'entrepreneuriat, donc le fait de devenir riche, en fait, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un moyen de le faire. Et le fait d'investir dans des boîtes et de générer des assets qui sont finalement du cash qui travaille pour toi, qui est un des quatre grands leviers de croissance ou de richesse, euh, c'est très aligné quoi. Et du coup, l'autre élément, c'est que ça inspire pas mal de gens et de jeunes qui se retrouvent dans des situations où ils ont aucune chance dans la vie entre guillemets a priori de devenir riches. En fait, son parcours, il est inspirant et il permet à plein de gens de se lancer, de se dire que c'est possible. Et c'est en ça que ça fait pour moi la meilleure personal story qu'on puisse avoir en France. Ok. Et les deux autres, du coup? Alors le deuxième, c'est Théo Lyon. Donc Théo Ok. Lyon, le patron de l'agence, enfin du groupe d'agence Kudak, agence marketing. Donc lui, en fait, sa story, c'est j'ai fait un stage dans une agence d'ads quand j'étais après mes études où j'ai trouvé qu'ils faisaient de la merde, ça m'a dégoûté. Alors j'ai créé ma propre agence pour aider les e-commerçants à scaler leur boîte. Donc en Hmm. fait, lui, son ennemi, c'est ça qui est intéressant, c'est finalement la médiocrité de la majorité des agences d'ads en France et en Europe. Et donc, il a voulu créer un acteur qui puisse être beaucoup plus au service des clients et avec une approche beaucoup plus euh, euh, où tu es beaucoup moins dans le conflit d'intérêts au final qu'avec les agences traditionnelles. En ça, je trouve que ça marche pas mal. Ce qui est intéressant dans sa story, c'est que sa cible, elle est très claire. Ce sont les e-commerçants. Euh, et, euh, et ce sont finalement ceux qui ont le plus besoin de ads sur Meta, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je trouve ça super intéressant. La troisième personne, c'est un Suisse, c'est Yomi Denzel. Alors lui, en fait, son histoire, c'est j'étais un étudiant fauché et fataliste. Un jour, j'ai lu que la majorité des millionnaires s'étaient fait tout seuls ou avaient fait leur fortune tout seuls en partant de zéro. Et donc, je me suis dit que je pouvais faire la même chose. Et depuis, je travaille à devenir riche. Et aujourd'hui, ce mec, parti de rien, il pèse, je pense, des dizaines de millions d'euros en assets et en patrimoine. Ouais. J'ai une question par rapport à ça, par rapport à Yomi, enfin plus à la méta de l'histoire de Yomi. J'ai l'impression que dans les histoires, t'as un peu la même chose que, tu sais, les produits innovants. C'est-à-dire que t'as des courbes d'adoption par rapport à la typologie d'histoire. Je trouve que le type d'histoire de Yomi maintenant, elle est ressortie à toutes les sauces. Genre, j'étais un étudiant fauché, j'ai lutté, j'ai seul, et maintenant, je pèse, tu vois, genre, je suis blindé. Et je trouve qu'il a eu un bon timing parce qu'il a sorti ce genre d'histoire il y a peut-être 5 ans, 6 Ouais, ans, ouais, tu vois, ouais, ouais. enfin, tu vois, il a eu un truc de timing où l'histoire, elle est arrivée à un moment
où ça existait pas trop, Ça a été le premier, ouais. tu vois, et que maintenant tout le monde réutilise ce truc-là. Et du coup, ma question c'est comment tu peux réussir à être le premier, tu vois, genre dans ton marché du récit? Tu vois, parce que t'as un peu ce truc-là où maintenant le monopole, tu vois, de l'étudiant fauché qui devient multimillionnaire, c'est Yomi, tu vois. T'as beau arriver avec la même histoire, finalement le vrai personne, enfin l'association de cette histoire-là à une personne, elle est déjà faite. Si Yomi, il a pris tout le marché sur le FR et c'est pratiquement impossible de réussir à le concurrencer, tu vois. Ouais, après, quand t'as des gens, par exemple, si on regarde plus près de nous, ou plus accessible, euh, il y a deux personnes à qui je pense qui ont une super personal story, même s'ils l'ont peut-être pas fait exprès, ou enfin, j'imagine quand même que si. C'est d'abord, et plus proche de celle de Yomi, c'est Laurine Bemer, tu Ok. vois, qui dit en fait, bah, je suis parti de rien, quoi. J'ai arrêté mes études, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai plus d'1 million d'abonnés et je peux t'apprendre à faire plus de 3 000 € par mois Hmm. si tu suis ma formation, quoi. En gros, tu vois, t'as un peu cette même histoire, quoi. C'est, Hmm. mais je vais pas dire qu'elle est facile, tu vois, euh, mais à partir du moment où elle est vraie, où elle est authentique, tu peux t'en servir même si t'es pas premier, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'il faut pas toujours essayer. C'est très compliqué de. En fait, je trouve que là, on est en 2024. Tout a été inventé ou presque. C'est très Hmm. compliqué d'inventer quelque chose de nouveau. Par contre, c'est pas interdit et c'est pas impossible d'innover, tu vois, de prendre quelque chose qui a peut-être déjà été fait et de le reprendre. D'ailleurs, il y a une citation que j'adore de Steve Jobs qui dit les grands artistes copient, les excellents artistes volent. C'est pas Euh, Picasso qui a dit ça? ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est Picasso, il l'a piqué à Picasso. Tu vois, Ah, lui-même, la ah. citation, il l'a piqué à Picasso. Et je trouve C'est que c'est un génial. super hommage. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut toujours réutiliser ce qui a déjà été fait. C'est pas parce que ça a déjà été fait qu'on peut pas le faire différemment, le faire mieux ou le faire autrement. Hmm. Et l'autre personne à laquelle je pensais, c'est Thibault Louis. Lui, il dit en fait, je me suis fouetté pendant 2 ans ou pendant 3 ans dans un open space. Je me suis rendu compte que j'étais rentré dans la rat race et j'ai voulu changer de vie et donc je me suis lancé comme solopreneur. J'ai tout quitté et je me suis lancé comme solopreneur. Et aujourd'hui, Ok, j'essaie de monter un empire tout seul. ok, ok, très cool. C'est bien, ça fait plein d'exemples. Et est-ce que tu as un livre référence sur le sujet? Ouais, c'est pas totalement sur le sujet de la personal brand, mais je pense que, enfin, en tout cas, de la personal brand story, mais ça en fait partie. Et en fait, j'ai 2 livres, un en anglais. Ça s'appelle Founder Brand de Dave Gerhardt. Donc ça, c'est un petit peu la référence, le premier bouquin sur le sujet. Je conseille à tout le monde de le lire. Bon, je sais pas s'il existe s'il a été traduit en français, mais voilà. Et le second, il est assez récent. C'est Caroline Mignot. Avec son livre From Zero to Hero, comment construire sa marque personnelle et son influence sur les réseaux sociaux. Je trouve vraiment bien fait, très pratique, très actionnable. Je conseille à tout le monde de le faire. En plus, ben voilà, on soutient un créateur de contenu, une créatrice de contenu dans ce cas-ci qui est pas mal généreuse aussi sur les réseaux. Donc, je vous invite aussi à prendre ce livre dans votre bibliothèque. Ok, au top. Écoute, super. Je pense qu'on a fait le tour de la question, que les personnes qui nous écoutent ont plein d'éléments actionnables, ont plein de choses à mettre en place pour travailler. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre, voir ton contenu? Qu'est-ce que tu proposes comme service? Donc moi je suis super actif sur LinkedIn. Je publie à peu près minimum 5 fois par semaine. Donc c'est Fabien Delax sur LinkedIn. Sinon il y a mon site web, c'est lasupergrosseboîte.com. Grosse pas comme Maïté, grosse comme la croissance en anglais. Et il y a ma newsletter sur Substack. Ça s'appelle Le Cockpit. Ok, trop bien. Eh ben écoutez, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo dans le Notion. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner et à suivre Fabien.